J'étais très ému par ces différentes interventions, parce que j'ai un petit peu l'habitude de présenter des films, de faire quelques conférences, et comment dire, les discours introductifs sont généralement euh, plus habituels, plus traditionnels, moins personnels. Donc, merci beaucoup à vous, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose derrière. Et quelque chose d'important. Donc, moi aussi, je vous remercie bien sûr parce que ça me donne l'occasion de faire aussi une autre partie de mon travail, qui est celui de présenter cette réflexion historique et de le faire à travers un film. J'ai fait 3 documentaires comme ça avec Georges Amat. Et celui-là, La France des camps, par ailleurs, était inspiré par tout simplement ce qui n'existe plus aujourd'hui depuis pas mal d'années, ce qu'on appelle une thèse d'État. Donc, vous passez 10 ans sur un sujet et puis vous essayez de répondre aux questions que vous posez. Alors, simplement préciser 2 choses, parce que bon, vous verrez le film. La première, c'est que vous allez découvrir une histoire, ou vous connaissez cette histoire. En tout cas, j'ai essayé de présenter une histoire un peu longue de l'internement. Parce que bien sûr, on a ce moment majeur, tragique et, et- et qui mérite ô combien une réflexion singulière, qui est celui de la déportation des Juifs de France. Sauf que le premier camp d'internement en France, c'est novembre 1938. Et les derniers camps, c'est mai 1946. Donc, vous voyez bien que la question qui se pose d'emblée, c'est de savoir, sachant qu'on a un même outil administratif, le fait d'enfermer des gens non pas pour des crimes et des délits qu'ils auraient commis, mais, donc ça c'est dans le cadre d'une procédure, je dirais, judiciairo-policière classique, mais là, on enferme des gens pour le danger potentiel qu'ils représentent pour une société et pour un État. Donc, c'est ça qui est derrière l'interadministratif. Or, cet outil va être utilisé dès la Troisième République finissante et va continuer donc après l'occupation. Donc notre problème, c'est face à euh, quelque chose qui est commun, qu'est-ce qu'il emporte? Le commun ou les différences? D'emblée, plutôt les différences, mais il y a des mécanismes qui doivent nous interroger aussi sur le fonctionnement des démocraties. Donc c'est un peu ce que on va évoquer ici. La deuxième chose, c'est que c'est un documentaire un petit peu particulier, ce que on a décidé de faire depuis, enfin, avec la compagnie Faribalis sur les 3 films, les 3 docs que j'ai pu faire, c'est on essaye en même temps de vous montrer l'arrière-cuisine. La façon dont on travaille, nous, historiens, sur ces questions-là. Nos rapports aux archives, nos rapports aux témoins. Donc, vous allez me voir beaucoup, c'est très bon pour mon ego, mais enfin bon, c'est pas l'objectif. Où je vous montre un peu comment pour ceux qui ne sont pas historiens, comment on fonctionne, comment on travaille, et finalement, ce qu'est la démarche de l'historien. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas... Bon, j'ai droit à une anecdote. Bon, alors, parce que je devais passer, j'étais convoqué pour le procès Barbie. Papon, pardon. Pour le procès Papon. Le problème, c'est que j'étais convoqué à l'initiative normalement, de l'avocat de la défense. Non pas parce que je suis un vichiste connu, mais tout simplement parce que comme historien, c'est extrêmement compliqué de se retrouver à discuter voilà, dans une situation singulière d'un tribunal, et puis d'affirmer ce qu'est pour nous la vérité en histoire et ce que nous pouvons apporter. Et en plus, comme vous le savez, on n'a pas le droit de arriver avec nos sources, quoi. Voilà. Alors, nous, on n'a pas l'habitude. Normalement, on vient avec ce sur quoi on doit travailler et on doit parler, mais là, on n'a pas le droit. Bon. Alors, je réfléchissais. Alors, heureusement, comme je vais sorti un article dans le Nouvel Obs sur ce qu'on savait de la solution finale et avec les 3 moments successifs tels que je pouvais les reconstituer de ce qu'on pouvait savoir
dans la haute administration française de la solution finale. Donc finalement, il a renoncé. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment je vais me débrouiller quand le président du tribunal va me dire, est-ce que vous pouvez dire la vérité? Et je dois dire la vérité. J'aurais dit, mais monsieur le président, il n'y a pas la vérité en histoire. Toute la vérité. Je peux vous dire que, bien entendu, je suis incapable de vous dire toute la vérité, puisque je vais plutôt poser des questions à l'objet d'histoire et avoir des réponses, des sources que je vais exploiter. Rien que la vérité. Je l'espère, monsieur le président, mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Alors, ça démarrait très mal. Vous voyez, donc vous avez commencé à vous dire comment vous allez pouvoir aborder la question. Et pourquoi? Parce que, et c'est le cœur de la démarche de l'historien, à l'origine, il y a toujours un questionnement. Les questions vous amènent à travailler sur des sources. En travaillant sur ces sources, vous revenez à vos questions de départ, vous les changez un peu, peut-être beaucoup, vous les modulez, et puis vous retournez vers ces archives et d'autres, et ainsi de suite. Un aller-retour jusqu'au moment où finalement vous allez avoir un objet qui n'est jamais définitif. Vous savez, qu'on vous dit, ah, c'est la thèse définitive sûre. Non, jamais. C'est simplement la réponse vraie, si c'est scientifiquement solide, à la question que vous avez posée. Et je sais très bien que dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres personnes vont arriver en se disant, bon, moi, j'ai d'autres questions à poser. Effectivement, ils vont arriver à d'autres réponses. Et ce qui fait qu'il n'y a pas la vérité en histoire, il n'y a pas plusieurs vérités, on ne peut pas dire à la fois A et le contraire de A, mais il y a plusieurs lectures vraies des traces laissées par le passé, et ces lectures vraies sont vraies parce qu'elles répondent à des questions. Et ces questions sont différentes. Et donc, on aura à chaque fois des réponses différentes parce que les questions sont différentes. On ne va pas explorer les mêmes choses. Voilà. Merci, bonsoir. Je voulais vous remercier donc l'auteur et le cinéaste pour ce travail documentaire qui effectivement a l'avantage de nous présenter un gros travail d'archives, mais aussi de recueil de témoignages. Donc j'ai été très sensible à ce travail. Maintenant, je n'ai pas une question, mais une réaction par rapport à ce film. Vous avez choisi de nous présenter donc le temps long des camps, c'est-à-dire de 1938 à 1946, ce qui finalement brouille un peu les périodes, c'est-à-dire que la période de la République et la période de Vichy sont un continuum dans les camps. Alors, prenons la période républicaine avec l'accueil effectivement catastrophique des réfugiés espagnols, qui effectivement nous interpelle sur le problème de l'accueil des migrants. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, et ça n'a pas été dit dans le film, hein, la France a été le seul pays à accueillir les réfugiés espagnols. Idem pour les réfugiés juifs d'Allemagne et d'Europe centrale. La France a été le principal pays d'accueil. La SDN a refusé de traiter du problème des réfugiés juifs en Europe, alors que certains avaient demandé une répartition entre pays. Le seul pays qui a accueilli les juifs officiellement, c'était Haïti. C'est quand même assez inquiétant. La deuxième partie concerne, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, vous m'interrompez si c'est le cas. La deuxième partie concerne l'internement des communistes. Alors, à la décharge, je dirais, de l'État français, il y a eu effectivement le pacte germano-soviétique. Et le Parti communiste français a fait allégeance à Staline à ce moment-là.
C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'humanité de continuer à apparaître jusqu'en 1941. Donc, on ne peut pas comparer l'internement sous la République et l'internement sous le gouvernement de Vichy, qui avait pour objet de transformer les camps en vue tout simplement d'une destination finale vers l'extermination de certaines populations, avec des déportations raciales, etc. Donc je crois que cet aspect-là n'est pas suffisamment montré dans le film, si je puis me permettre cette petite critique. Bonjour, je suis Catherine Bénichou-Chalfine. Mon papa est encore vivant. Il a passé 2 ans de sa vie dans les camps de concentration. Il a fait un petit parcours particulier puisqu'il est allé de Marseille à Drancy, de Drancy à Auschwitz-Birkenau, de Birkenau au ghetto d'Auschwitz, du ghetto d'Auschwitz à Dachau. Qu'est-ce que j'ai dit? À ghetto de Varsovie et après à Dachau. Et c'était pour simplement répondre à ce que je viens d'entendre qui ne me paraît pas juste. Parce que accueillir, c'est quoi? Accueillir dans des baraquements pour après les envoyer à la mort. Donc c'était très bien d'accueillir dans ces conditions. Et si c'est ça l'accueil qu'on propose aux personnes qui n'ont plus rien, qui sont des émigrés de toutes sortes, ça me paraît difficile de dire, excusez-moi monsieur, mais comme vous avez dit, peut-être j'ai mal compris, que cet accueil, personne ne l'a fait, mais peut-être aurait-il mieux pour ces déportés, pour mon père et d'autres, de ne pas être accueillis comme ça. Il est revenu, il connaît bien Ginette Kolinka, etc., qu'une de ses compagnonnes de misère, de même que Simone Veil. Mais accueilli comme ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah, j'ai peut-être pas compris. Mais c'est ce mot accueilli et que d'autres pays n'en ont pas voulu. Peut-être qu'en Haïti, ça aurait été peut-être mieux. Excusez-moi, je ne sais pas, mais c'est une question. Oui, bonsoir. Moi, je souhaitais essentiellement remercier tous les organisateurs, monsieur l'historien, cinéaste, parce que bon, je croyais que c'était une soirée qui était consacrée à la rafle du Veldiv. J'ai mes 3 sœurs, enfin mes 2 sœurs et mon frère qui étaient à la rafle du Veldiv, qui sont toujours vivants et donc qui peuvent encore témoigner. Ce qui est assez particulier, c'est que justement la sœur qui se souvient le mieux maintenant a un petit peu perdu la tête, mais par contre, la rafle et l'arrestation par les policiers français, ça, elle peut vraiment la réciter, elle s'en souvient. Et le témoignage est comme dans le film, c'est-à-dire qu'elle se souvient que c'était des policiers français, elle se souvient de leur brutalité, qu'également sa mère les a suppliés de ne pas prendre les enfants, c'est un petit peu le même témoignage. Donc, et là, ils ont été aussi dans les camps de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers. Moi, j'ai un grand écart d'âge avec eux puisque je suis née après la guerre. Leur mère a été déportée à Auschwitz, elle y est morte. Mon père a été déporté à Auschwitz, à Buchenwald et à Dachau, mais il en est revenu. Donc, je suis née après la guerre. Et c'est vrai que vous avez montré également des choses très intéressantes. Je les connaissais. Il y a eu un film que vous devez connaître qui s'appelle Le camp d'Émile et qui justement expliquait la déportation, enfin, tous ces gens, ces étrangers qui ont été mis dans des camps alors que justement ils fuyaient les nazis, donc les Espagnols. Mais c'est très très peu connu en fait des Français. Le rôle et la responsabilité des Français dans l'internement de toutes ces personnes, juives et non juives, est relativement méconnue. Donc je trouve que c'est une bonne chose que vous l'ayez montré. Moi, j'étais un peu surprise par le thème parce que je croyais qu'effectivement, ça concernait donc le Veldiv. Néanmoins, c'est vraiment, j'apprécie et je vous remercie beaucoup au nom de mes frères et sœurs d'organiser une soirée concernant cette commémoration. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, je suis un enfant de la Shoah. Je reviens sur notre village du 15e arrondissement où de nombreuses familles juives vivaient. Novembre 1942, mes parents sont dénoncés et s'enfuient chez une amie chrétienne pour se réfugier, pour être évités d'être arrêtés par la police, la milice qui régnait sur Paris et en particulier dans le 15e.
Et ma grand-mère maternelle était hospitalisée à l'hôpital de Vaugirard. Et l'amie de ma maman, qui était enceinte de moi, au péril de sa vie, a été la sortir car elle avait eu une information que la police de Vichy allait rafler tous les juifs hospitalisés dans les hôpitaux parisiens, dont celui de Vaugirard. Et nous nous sommes retrouvés à Grenoble, où de nombreuses familles juives du 15e arrondissement avaient trouvé refuge en zone libre, qui était administrée par les fascistes italiens. Les fascistes italiens n'embêtaient pas les juifs, il n'y avait pas de port d'étoiles jaunes, tout le monde travaillait. J'ai été enquêté dans les archives italiennes à Rome et à Milan. J'ai retrouvé certains témoignages du gouvernement italien de l'époque. Et lorsque les nazis ont supplanté les fascistes italiens sur Grenoble, Chambéry et Nice, où les parents de Klarsfeld ont été arrêtés et déportés, tout le monde a fui dans la montagne en ce qui concerne Grenoble et Chambéry. La police des frontières suisse ne laissait passer que des couples avec des bébés dans les bras, et de l'autre côté de la barrière attendait la police de Vichy pour emmener les couples sans enfants vers Drancy. Il y avait le travail obligatoire dans les camps d'internement en Suisse. Il n'y avait pas de lait pour les nourrissons. Je suis né personnellement à Grenoble en 1943. Et jusqu'à la fin de la guerre, les adultes devaient aller déneiger les routes dans les montagnes. Voilà mon témoignage. Là, je vais prendre les deux aspects. Le premier qui est sur ce que vous notez, mais je pensais à l'avoir mis dans le film, donc je regrette si ce n'est pas passé. C'est bien sûr, je m'interroge sur les dérives en système démocratique, parce qu'il y en a, et qu'elles sont illustrées. Parce que bien sûr, on a accueilli 500 000 personnes qui passaient la frontière après la défaite espagnole. Bon. Et donc, c'était. Enfin, sauf que c'était la frontière française, qu'on n'était pas obligé de les accueillir en les mettant à même la plage et puis éventuellement à demander à ces Espagnols de construire des baraques dans lesquelles ils vont se faire enfermer. Ce n'était pas indispensable. Ce n'était pas indispensable non plus de tout faire pour qu'ils reviennent en Espagne. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est, outre le contexte de la fin des années 30, de très forte xénophobie et puis de peur de cette guerre d'Espagne et de la guerre qui arrive d'ailleurs, ce qu'il y avait derrière aussi, c'est ils n'avaient absolument pas préparé, enfin ils n'avaient pas en tête qu'il puisse y avoir autant de monde qui passe la frontière. Ils n'avaient pas anticipé le calcul de Franco. Parce que Franco, progressivement, ça faisait longtemps qu'il avait la main sur la Navarre et sur le Pays Basque, donc il était tout près, et puis il a remonté au fur et à mesure. Et là, c'était la bataille de Catalogne. Il pouvait boucler la frontière. Il a fait exprès de les laisser passer. Parce que ça lui permettait d'abord d'avoir un moyen de pression sur le gouvernement français après, et ensuite de faire le tri quand les personnes reviendraient, et puis de les ficher. Ce qui fait qu'il y a peu de travaux qui sont faits. On connaît bien maintenant les camps d'internement en France. En revanche, ce qui s'est passé pour les Espagnols qui sont revenus massivement, sur les 500 000, il y en a plus de 300 000 qui sont revenus. Donc, mais dans des conditions, là-bas, c'était dramatique, parce qu'ils se retrouvaient dans des villages repérés, fichés, ostracisés par le reste de la population, enfin, et puis subissant la répression. Donc, je pense qu'il faut à la fois mesurer ce qui, pour moi, est au cœur du propos, c'est-à-dire qu'il y a une différence de nature entre les camps d'internement avant la guerre et les camps d'internement pendant la guerre. Voilà. Il y a une différence de nature après la défaite. On a des camps, dans un premier temps, qui répondent à ce que j'appelle une logique d'exception. On réagit mal, enfin on réagit par des mesures exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Puis ensuite, sous Vichy, on voit bien que de 40 à 42, c'est Vichy qui a la main,
Et là, c'est plus la logique d'exception, c'est une logique d'exclusion. Parce que ça renvoie à une idéologie du régime. Et puis à partir de 1942, c'est pour ça qu'il y a là aussi une différence, c'est plus Vichy qui a la main, ce sont les Allemands. Mais Vichy accepte d'imbriquer sa politique dans ses institutions, dans sa police, dans la mise en œuvre de la politique qui était voulue par les Allemands. Pour aller vite, si vous me dites, est-ce que Vichy avait en tête de déporter les Juifs de France? Non. Vichy avait, encore une fois, en tête de mettre en œuvre sa politique d'exclusion. Il considérait que les Juifs étaient responsables de la défaite, et donc fallait les enfermer. On les mettait à part, voilà, dans des conditions absolument dramatiques, mais on les mettait à part. Et on n'avait pas du tout les taux de mortalité, bien entendu, qu'on a connus ensuite. Mais à partir de 1942, Vichy accepte, et c'est là où c'est problématique, accepte au nom de la politique de collaboration de participer à l'organisation des déportations. Donc, troisième moment où on n'est plus dans la logique d'exclusion, évidemment pas dans la logique d'exception, mais dans une logique qui est la logique voulue par les Allemands de déportation des Juifs de France, en commençant par les étrangers, mais il y avait déjà des Français au début, ensuite en mettant les Français. Et donc, cette logique-là, qui est vraiment au cœur du système, ce qui n'empêche pas, c'est pour ça qu'il y a un éclairage à la fin, assez rapide d'ailleurs, sur l'internement des communistes en 1943-1944, il continue. Il y a toujours derrière l'utilisation des camps pour les politiques, pour les prostituées, pour d'autres catégories. Mais la dominante, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que j'éclaire. Et puis arrive la libération, on retrouve une logique d'exception qui est celle de l'avant-guerre, et puis du début de la guerre, mais en système républicain. Là, on retrouve les mêmes situations avec les mêmes problématiques, hein, les mêmes dérives que j'évoquais, sauf que ça va être réglé plus rapidement. Il faut savoir que la guerre continue. Le débarquement, c'est le 6 juin. Enfin, la capitulation, c'est le 8 mai 1945, un an plus tard, pratiquement. Et donc, pendant tout ce moment-là, les combats, ce qui fait qu'au fur et à mesure, évidemment, on libère le territoire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui se trouvent derrière, en sachant qu'il y a eu comme une guerre franco-française, d'une certaine façon, qui a accompagné la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les suspects de collaboration? Alors, on utilise le même outil. Il y a eu d'autres problèmes qui sont posés, dont en particulier l'internement des civils allemands qui se trouvaient en France, pas des militaires, hein, des civils allemands, ou bien des civils allemands qui ont été pris au moment de l'offensive, qui continuaient, hein, dont les troupes françaises, et donc ramenés en France depuis le Reich, mais les frontières, à la frontière française, pour être renvoyés dans des conditions absolument dramatiques. Les civils allemands en France, ils vont connaître un taux de mortalité terrible. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on évoque peu, mais voilà, j'insiste sur ce cadençage. Voilà, on n'est pas ce séquençage. On n'est pas dans la même logique. Il faut le dire. Il y a une différence de nature entre ces différents moments, et en même temps, c'est le même outil qui est utilisé. Donc c'est ça qui doit évidemment nous interroger. Alors, je rebondis, là, évidemment, je me recentre sur la question du Veldiv et la déportation des Juifs de France. Sur le Veldiv, c'était évoqué. Je me souviens, alors là, c'est sur le fonctionnement des mémoires, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un mauvais film, La Rafle, c'est ce que j'en pense. Mais il y a une chose qui est très réussie, la seule chose qui est réussie dans le film, c'est la reconstitution du Veldiv. C'est en Hongrie. Et je me souviens, parce qu'il y a eu un débat qui était organisé, une soirée spéciale sur France 2, et je suis retrouvé dans une des tables rondes, et je voyais, j'écoutais celui dont le témoignage a servi de base pour
pour ce film. Et il racontait quelque chose d'extraordinaire pour moi qui travaille sur la mémoire, et en particulier avec des neuroscientifiques maintenant. Et il racontait comment il s'était retrouvé, lui qui avait été au Veldiv, eh bien, la réalisatrice l'amène en Hongrie, là où ils avaient reconstitué le Veldiv. Et il dit, mais je rentre et je dis à la réalisatrice, à Rose, je lui dis, mais ça pue, c'est horrible, ça pue. Et il se mettait le bras sur le nez, l'avant-bras sur le nez, il dit, mais c'est insupportable, il faut sortir. Je dis, mais non, mais attends, il n'y a rien, quoi, ça pue pas. Mais si ça pue, c'est insupportable. Bon, bah alors finalement, ils sortent, et, ouais, ça va mieux. Et évidemment, il avait dans sa tête la mémoire du Veldiv qui faisait que c'était tellement bien reconstitué que revenait dans sa tête, évidemment, cette mémoire du traumatisme du Veldiv. Alors, l'autre épisode que je voulais évoquer, parce que je trouve effectivement vraiment très intéressant, c'est la question de la zone italienne que vous avez évoquée. Parce que la zone italienne, la plupart d'entre vous connaissent, mais enfin bon, pour ceux qui ne connaissent pas, comme l'Italie était alliée à l'Allemagne et qu'au tout dernier moment, en 1940, le 10 juin, il y a offensive des troupes italiennes et donc ils vont occuper une toute petite partie de la frontière au-delà de la frontière pendant quelques temps, sauf que, dont Menton par exemple, sauf que en novembre 1942, avec l'offensive, l'entrée des troupes allemandes en zone sud, les troupes italiennes progressent et il y a une sorte de ligne de partage, le Rhône. Donc toute la partie qui se trouve à l'est du Rhône est sous occupation italienne et fasciste italienne. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que Vichy et Bousquet, en particulier le secrétaire général à la police et Laval, mais exigent des Italiens qu'ils leur livrent les Juifs. Et les Italiens, les fascistes italiens vont refuser. Et comme vous dites, ils ne se posent pas la question. Il n'y a pas d'étoile jaune n'importe comment en zone sud. Donc, mais en tout cas, eux ne vont pas développer une politique de persécution contre les Juifs qui sont réfugiés dans la zone italienne. Et c'est un exemple que je prends régulièrement pour illustrer quelque chose d'un petit peu dérivé, qui est la question de la définition du régime de Vichy. Je vous le dis parce que c'est chose. Bon, je considère que le régime de Vichy n'est pas un régime fasciste. Non pas parce que j'apprécie spécialement le régime de Vichy, mais tout simplement parce que pour moi, un régime fasciste se définit en particulier par l'existence d'un parti unique qui est vraiment au cœur du dispositif. Bon. Mais pour illustrer le fait que pour moi, ce n'est pas donner une échelle, ah oui, comme il n'est pas fasciste, donc il est meilleur qu'un régime qui serait fasciste. Non, je me construis des outils conceptuels, comme on dit dans mon métier, pour pouvoir comprendre le réel. Bon. Donc, pour moi, ce n'est pas un régime fasciste, mais le cas que vous évoquez, ben évidemment, l'Italie est un régime fasciste, puisque le mot vient de l'Italie même, et qu'il y a un État parti. Bon. Mais eux, ils ne livrent pas les Juifs à Vichy, qui, lui, n'est pas un régime fasciste. Vous voyez, ce qui permet quand même de montrer l'intérêt de comprendre cette réalité de façon assez complexe. Et effectivement, il y a eu beaucoup comme ça de Juifs qui vont être sauvés grâce à leur présence, à la présence des Italiens. Sauf que Mussolini va tomber, que Badoglio va capituler en septembre 1943, et que là, les Allemands vont occuper le reste de la zone sud. Et donc, Brunner, qui venait de prendre la main sur Drancy en début juillet 1943, avant c'était sous l'administration française, et ça devient sous l'administration allemande à partir de début juillet 1943, va être envoyé à Nice
pour organiser la déportation, l'arrestation, à Marseille, Nice, pour organiser l'arrestation et la déportation des Juifs de cette zone, ex-zone italienne. Attention sur les dates, parce que l'humanité n'est jamais parue, même s'il y a eu des négociations avec les Allemands. J'avais travaillé là-dessus à l'été 1940, hein, donc c'est pas jusqu'en 41. Ce qui se passe en 41, c'est qu'évidemment il y a un changement de stratégie communiste à partir du moment où il y a une offensive allemande contre l'Union soviétique. Tout d'abord, une question, si vous permettez. Pourquoi chaque année organise-t-on un pèlerinage à Bonne-la-Rolande, à Pithiviers, et depuis de nombreuses années, on n'a rien fait sur Châteaubriand et Mérignac? Oh non, il y a honnêtement là sur Châteaubriand, Mérignac, il y a toujours des manifestations tous les ans. Beaucoup moins. Alors là où c'est un peu compliqué, non, vraiment. Simplement, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est sur les mouvements de la mémoire. C'est ce que j'appelle la mémoire faible et la mémoire forte. Il fut un temps où la mémoire forte, c'était la mémoire résistante. Et entre autres la mémoire communiste et la mémoire gaulliste, dans les années 58-69 en particulier. Donc là, on avait, et même avant, il y avait régulièrement, c'est comme une sorte d'épicentre des camps d'internement. Chateaubriand était comme le symbole à ce moment-là. Et donc on avait vraiment des manifestations très importantes organisées par le Parti communiste sur Chateaubriand et sur Mérignac d'ailleurs aussi pour les fusillades de Souges. Et donc, parce que ça illustrait l'engagement dans la lutte armée et les exécutions d'otages à cause de l'engagement du PC dans la lutte armée. Et puis l'exécution de Guy Moquet, enfin quand même, on en parle beaucoup. Sauf qu'à partir du milieu des années 80, pas avant, hein, on débobard là-dessus, mais à partir du milieu des années 80, la figure du résistant est remplacée dans la mémoire collective des Français par la figure de la victime juive. Il devient vraiment central. De mémoire faible qu'elle était, jusqu'à ce moment-là, elle devient mémoire forte et même d'une certaine façon quasi hégémonique, ce qui fait que ça crée d'ailleurs des tensions avec les autres mémoires de la Seconde Guerre mondiale, les autres figures qui structurent la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, effectivement, les commémorations pour les politiques sont moins suivies, celles sur Drancy, bon, et puis les monuments qu'on peut trouver, les mémoriaux qui sont construits, on voit bien que quelque chose d'autre se fait et la reconnaissance est beaucoup plus générale, beaucoup plus massive. Voilà, à partir de ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, c'était un autre moment. Donc ces mouvements de la mémoire sont tout à fait intéressants à suivre. Et mouvements, comme vous dites, des commémorations. Mais honnêtement, on ne peut pas dire que sur Chateaubriand, d'ailleurs, il y a eu des aménagements il y a eu quelques années hein, sur place des lieux d'exécution. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Pour l'anecdote, je vais mettre un peu de gaieté dans cette affaire parce que cette terrible histoire de Guy Moquet qui est donc exécuté à 17 ans. Je ne sais pas si vous avez regardé Odette Niles. Avant d'être Niles, était la petite fiancée de Guy Moquet. Elle avait 16 ans, il avait 17 ans, ils étaient à Châteaubriand. Bon. Et elle parle de la dernière lettre qui lui est donnée. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a marqué « Ce que je regretterai toujours, c'est que tu ne m'aies pas donné ce que tu m'avais promis. » Bon. Alors, je l'ai rencontré après le film et je lui ai dit, tu vois, pour moi, c'est la plus belle lettre de fusillé que j'ai jamais. Voilà, Eros, Thanatos, l'amour, la mort. Enfin. Il me dit, tu sais, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas exactement ça, l'histoire. Hein. Parce que il est venu, il était avec ses copains, avec Jean-Pierre Timbaud, donc patron, le dirigeant syndicaliste, et un peu pour crâner, il m'a dit, oui, je vais te demander un truc. Moi, petite gamine, quoi. Il dit, ben oui, demande. Il lui dit, voilà, est-ce que tu voudras bien me faire un patin?
elle, les patins, à coudre, quoi, à broder, quoi. Voilà, c'est pour se déplacer. Et ben, oui, et tu me promets? Oh ben oui, je te le promets. Et c'est ça qu'il y a derrière. C'est encore plus beau que l'histoire que j'avais. Donc voilà, je vous raconte parce que chaque fois ça m'émeut quand je l'entends, et effectivement parce que le petit, voilà, il a été fusillé, quoi. Bon, donc c'est vous rendre Françoise compte de cette histoire. Christophe a témoigné dans votre film. Oui, Aujourd'hui, sauf erreur, elle a 92 ans. Elle a écrit un très beau livre qui est une oui, très belle histoire, Le morceau de chocolat. Je vous recommande de lire. Elle a été déportée avec sa maman. Sa maman, dans la baraque, avant d'être assassinée par les nazis, lui a confié un morceau de chocolat. Elle devait avoir 7-8 ans à l'époque, Françoise Christophe. Et si Francine. jamais on vient te prendre avec d'autres enfants, garde précieusement ce morceau de chocolat et avale-le avant de mourir. Et un bébé est né dans la baraque. Il y a eu un accouchement. Et Françoise Christophe a présenté son livre à Bordeaux lors de la parution. Et une dame âgée s'est approchée d'elle et lui a dit « Je suis le bébé ». Cette dame a aujourd'hui 93 ans, vit sa retraite à Marseille et a été médecin psychiatre à Marseille durant toute sa carrière professionnelle. Tout à fait autre chose, au moment de l'Anschluss, de l'annexion de l'Autriche, on parle des apatrides autrichiens. Je milite personnellement avec Olivier Lalieu à la commission des engagés volontaires résistants juifs et leurs enfants, ce qui était le cas de mon père. Nous organisons des expositions dans les mairies parisiennes, en province, des conférences avec des films dans les lycées et collèges. Je suis assez surpris parfois que les adolescents ne prêtent pas beaucoup d'attention, ne posent pas beaucoup de questions. Et je reviens donc à Vienne, 1938, l'annexion de l'Autriche. Beaucoup de juifs autrichiens ont été déjà mis en prison, assassinés dans les différentes provinces de l'ex-empire austro-hongrois. Et à ma grande surprise, en allant enquêter à Vienne, dans la communauté juive, j'ai découvert des documents que les nazis, un an après, avaient organisé ce qu'ils appelaient les Kinderzug, les trains pour enfants juifs, via Prague, où ils étaient regroupés, et embarqués, autorisés à monter sur des bateaux à Hambourg pour être débarqués en Angleterre à Douvres. Et j'ai retrouvé des enfants que j'ai interviewés en Angleterre, à Londres, qui m'ont raconté toute cette histoire. Voilà un autre témoignage. Oui, tout à Mais fait. ce que je regrette, ce qu'on a appelé les apatrides autrichiens, arrivés en 1937, en 1938, en 1939, engagés volontaires dans l'armée française, la République française n'a jamais rien fait pour les apatrides autrichiens qui ont eu après, dans les années 50, la nationalité française. Il n'y a eu aucune décoration, entre guillemets. Et non seulement aucune décoration, mais comme de la part des différents ministères des armées et des secrétariats d'État aux anciens combattants. Alors, aucune reconnaissance, mais surtout, ils étaient accueillis en septembre 1939, on les a mis dans les camps. Parce que ressortissants de puissances ennemies, entre guillemets. Et donc, Allemands, Autrichiens, on les enfermait. C'est ça cette absurdité de début de la guerre où on enferme des gens alors que justement ils ont fui le nazisme, ils ont été persécutés. Donc effectivement, cette logique qui était une logique de guerre. Et non, ils n'ont pas vu la spécificité d'une guerre qui était idéologique, menée contre le nazisme, et qui impliquait évidemment que c'est pas parce qu'on était allemand qu'on était contre les Français. Si on était anti-nazi, ben, on était du bon côté, oui, dans ce moment-là. Moi, je voudrais revenir, si vous pouvez un peu mieux m'expliquer, parce que je ne comprends pas toujours tout ça. La collaboration, voilà, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est exactement? Vous, à savoir que la désobéissance civile, c'est une notion qui peut exister. On peut désobéir parce qu'on a une conscience et que finalement, collaborer, oui, c'est
et donc suivre ce que l'ennemi dit, en l'occurrence c'était les nazis. Est-ce que quand on voyait passer des bébés qui étaient raflés, qui étaient passés en 32 à Veldiv, est-ce que réellement le problème c'était de savoir ou de ne pas savoir, comme on dit souvent, ils ne savaient pas où ils allaient, ou est-ce que c'était simplement d'avoir une conscience, et comme disent bien les auteurs, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc savoir qu'est-ce que c'est que la collaboration, est-ce que c'est une ruine de la conscience, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, moi, je vais pas donner de jugement moral, même si j'ai un point de vue. Moi, c'est d'essayer de décrypter le mécanisme. Bon. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire très attention entre, déjà, l'action et l'opinion. Une première différence. C'est-à-dire que si on regarde l'action, il y a eu très peu de résistants et très peu de... et quand même, vraiment une toute petite minorité qui ont participé au sauvetage des Juifs. Résistance de sauvetage. Si on dérape de l'action vers l'opinion et la société dans son ensemble, on dit quoi? Les Français tous collabos. La légende noire. Inversement, si on regarde l'opinion, justement, à l'été 42, j'évoquais le Monseigneur Théas, il y a Monseigneur Saliège à Toulouse, il y a très peu d'évêques et archevêques qui condamnent officiellement les déportations. Et on imagine ce que ça aurait fait si tous les archevêques et les évêques avaient fait ce qu'a fait Théas, ce qu'a fait Saliège, quand on voit les conséquences que ça a eu concrètement sur les Juifs de ces diocèses et même au-delà. Bon. Mais ça, c'est une autre question. Ce que je veux dire, c'est que l'été 42, c'est le moment de la bascule dans l'opinion. C'est le moment où, effectivement, tous les rapports de préfet l'indiquent, l'opinion française bascule devant, alors disons qu'elle partageait un antisémitisme je dirais populaire, classique, ordinaire, et que c'était une sorte d'antisémitisme officialisé, naturalisé, entre guillemets, puisque c'était porté par Vichy avec les lois, statut des Juifs et autres. Bon. Sauf qu'arrive le spectacle des rafles, ou le récit, on en a, les familles, les gosses et tout ça, et qu'on voit, tous les rapports l'indiquent, que les Français, massivement, considèrent que ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable, ce qui veut dire que si jamais on dérape de l'opinion vers l'action, on va dire quoi? On va dire, les Français tous résistants. Ce qui, évidemment, est faux. Et le problème, c'est déjà de séparer les deux, action et opinion. Même si l'opinion, si une opinion, justement, se prononce comme ça va favoriser la résistance. Alors, je suis allé un peu plus loin dans l'analyse des comportements. C'est-à-dire qu'on voit bien des comportements très, très clairs. La résistance, d'un côté, c'est tous les actes qui visent, donc c'est volonté de le faire, qui visent à empêcher la réalisation des objectifs de l'occupant. Voilà, ça c'est clair. Ce qui fait que la collaboration, de l'autre côté, c'est tous les actes qui visent à aider à la réalisation des objectifs de l'occupant. Voilà, on a deux positions assez clairement identifiées. Dans la collaboration, vous avez le collaborationnisme parisien qui, lui, rajoute, enfin pas simplement parisien d'ailleurs, mais ce qu'on appelle collaborationnisme, et dès l'époque d'ailleurs, ce sont ces mouvements comme Doriot, comme Déa, comme quelques autres, qui non seulement veulent la réalisation des objectifs de l'occupant, mais veulent l'application, enfin l'importation du modèle nazi ou du modèle fasciste en France. Voilà. Donc ça rajoute ça. Une forme de radicalisation de la collaboration en quelque sorte, même si les passerelles avec Vichy étaient quand même assez nombreuses. Donc ça, vous avez comme ça deux pôles bien identifiés. Mais entre les deux, la masse de la population, c'est soit ce que j'appelle l'accommodation, soit ce que j'appelle la résilience. L'accommodation, c'est on fait avec. Alors on fait avec de gré ou de force,
on fait avec. Alors, il y en a beaucoup, par exemple, dans les milieux littéraires, artistiques. Cocteau en est un exemple. On fait avec. C'est pas un collabo au sens où on l'entend, mais il vient dans les pince-fesses, les cérémonies officielles, Arnaud Brecker et autres. Il va participer à ça. Mais il ne va pas être acteur, porteur d'une idéologie pro-nazie, ou bien même, il ne va jamais tenir de discours de collaboration au sens strict du terme. Bon, voilà un exemple parmi d'autres, mais il y aura d'autres exemples. Il y a la collaboration économique, ça existe, et puis il y a des entreprises, par exemple, du Pas-de-Calais et du Nord. On était à proximité de l'Atlantique, où on leur disait, bon, bah, c'est simple, soit vous travaillez pour l'Allemagne, fort de guerre allemand, et soit on ferme. Et c'est la clé sous la porte. Alors là, on fait avec. On peut effectivement faire comme Peugeot, tout à fait, enfin à Sochaux, où là, il va organiser le sabotage. C'est extraordinaire. C'est que les Allemands disent, vous allez fabriquer des choses pour nous, évidemment, Peugeot était... Et lui va prendre les résistants qui se trouvent à l'intérieur qu'il a bien repéré, qui se trouvent à l'intérieur de l'usine, et qui va organiser avec les résistants, va organiser le sabotage des pièces. Donc il livre bien des pièces, sauf que c'est pas en très bon état. Hein. Bon. Donc ça c'est une action de résistance, y compris de grands patrons. Michelin a fait la même chose. Mais en revanche, Renault, voilà, choisit la collaboration. Et puis plein d'autres, comme ceux que j'explique sur le Nord-Pas-de-Calais, ils ont fait avec. Voilà. Donc ça, c'est l'accommodation. Et puis, vous avez un espace qui va grandir de plus en plus, c'est ce que j'appelle la résilience, hein, évidemment en empruntant à Cyrulnik, c'est-à-dire cette capacité à se reconstruire après le choc de la défaite. Hein, c'est comme il emprunte à la science des matériaux, c'est le choc et ensuite la capacité à retrouver sa forme et même à se dépasser, à construire autre chose. Eh bien, c'est un peu la même chose dans le cas des Français. Au fur et à mesure, année après année, dans l'occupation, il y a le choc, le traumatisme de la défaite, et ensuite, on se reconstruit. Il y a une sorte de reconstruction à la fois personnelle et de l'identité nationale, à travers alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait pas des actes de résistance, mais on écoute la radio, la BBC. Voilà. Un acte de résistance, même si ça peut coûter cher. Enfin, c'est pas pour empêcher la réalisation des objectifs de l'occupant qu'on écoute la BBC, ou bien qu'on écoute Radio Sentence, enfin qu'on écoute les radios étrangères alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Bon, c'est pas un acte de résistance alors que, comme tout à l'heure, il n'y avait pas de lumière dans la salle, on se met à siffler quand il y a des comment ça s'appelle, des actualités montrant Hitler. Bon, ce qui fait que les Allemands, très rapidement, vont exiger que les lumières soient allumées dans les salles de cinéma à Paris pour éviter ce genre de comportement. Bon, voilà. Des manifestations contre la faim, des manifestations plus sociales, d'ordre social. C'est une forme ça participe à la résilience. Pas parler d'actes de résistance, au sens strict du terme, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais ça, on ne comprend rien à la force de la résistance si on ne comprend pas qu'à côté, vous avez cette masse de plus en plus importante de personnes qui considèrent quoi? Ils savent bien qu'ils ne sont pas résistants à la libération. Quand on dit « Ah oui, les Français se pensaient tous résistants », ce n'est pas vrai. Ils savaient bien qu'ils n'étaient pas tous résistants. Mais en revanche, ils considéraient qu'ils étaient, pour la plupart, du même côté. C'est-à-dire qu'ils avaient subi l'oppression et l'occupation, et que donc, ils n'étaient pas allés jusqu'à agir comme l'ont fait les résistants, mais ils étaient du même côté et finalement de cœur avec les résistants, d'où cette sorte de communauté reconstruite. Et effectivement, ça participe de la reconstruction de l'identité nationale, ça va être très important. Et voilà, c'est donc pas d'illusion sur
sur leur engagement. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr. Enfin, l'engagement résistant, ça a des conséquences, hein. Voilà, c'est tout. Vous le savez. Oui, oui, mais un petit acte, voilà. Bon, alors, on peut juger comme on veut, mais enfin, ça a des conséquences, c'est tout. Enfin, où on s'imagine que ça a des conséquences. Parce que dans les faits, il y a eu beaucoup de gens qui ont accueilli des enfants juifs. Bon. Il n'y a pas eu d'arrestation massive de sauveteurs. Donc, dans les faits, on pouvait le faire sans graves conséquences. Sauf que qui pouvait le dire? Qui pouvait le dire à ce moment-là? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire vous voyez, de télescopage et d'anachronisme en se disant, bon, bah, quand même, ils auraient pu se bouger parce que c'était pas comme... Parce qu'à l'Est, moi, bon, je suis très ami avec Patrick Desbois, que vous savez, qui est spécialiste de la Shoah par balle. C'est la barbarie absolue là-bas. Hein, sur les frontières de l'Est, nous, on a le mécanisme habituel, entre guillemets, enfin, qu'on avait en tête, c'est-à-dire les déportations, les convois, les chambres à gaz et les crématoires. Mais là-bas, c'est les fosses, et puis construites par tous les paysans du coin, parce qu'on les réquisitionne avec tous les différents métiers. Là, il va bientôt publier. Voilà, c'est la Shoah par balle. Bon, et c'est au-dessus des fosses, c'est les Allemands tirent, les Einsatzgruppen. C'est la barbarie absolue. Bon. Et là-bas, je veux dire, c'est comme quand Patrick me raconte ce qu'on faisait quand des familles, des enfants, des jeunes voulaient sauver des enfants juifs quand ils étaient pris. Voilà. Ah bah, le risquer, si vous voulez, quand il vous raconte que dans un village de Biélorussie, ils ont repéré un gamin qui avait 12 ans et qui avait caché simplement son copain juif, parce que c'était son copain, ils l'ont trouvé, ils ont mis 2 camions, ils l'ont accroché les 2 bras, les 2 pieds, et c'était fini, ils étaient écartelés, et après, ils ont foutu les morceaux au milieu du village. D'accord? On n'est pas dans la même logique, hein. On est dans la barbarie absolue. Et donc, effectivement, on peut se dire, par contraste, mais pourquoi on n'est pas allé plus loin en France? Sauf qu'encore une fois, surtout quand on voit après ce qui a été fait par la Das Reich, hein, dans la remontée de 1944, au Radour. Bon. Dire, la barbarie, d'ailleurs, il venait de l'Est, c'est pas par hasard, elle pouvait aussi s'exercer. Donc voilà, c'est simplement pour dire que oui, on pouvait plus. Et donc quand on a ça en tête, on se dit quand même, c'est pas... Voilà. Oui, je voulais revenir sur le régime de Vichy parce que je n'ai pas bien compris comment vous le qualifiez. Pour moi, le régime de Vichy, c'est un régime fasciste typique, avec une idéologie, une interdiction de tous les partis politiques, une mystique du chef, et il y a tous les éléments d'un régime fasciste. Et puis, vous avez l'air de faire une séparation entre le régime de Vichy avant 1942 et le régime après. Or, en fait, on voit bien que toutes les lois raciales ont été mises en œuvre dès 1940, les lois antisémites, et que en fait, il y a également dans le régime, en fait, il y a une volonté d'aller, qui est un régime collaborationniste, comme vous l'avez dit, il y a une volonté d'aller au-devant des demandes de l'occupation. Si on prend par exemple la rafle du Veldiv, hein, l'emplacement où nous sommes, les autorités allemandes n'avaient jamais demandé d'arrêter les enfants et les vieillards, par exemple. C'est le régime de Vichy qui l'a décidé. Non. On va reprendre 2 choses. La première, c'est pour ça que faites attention quand je parle. Je ne dis pas que j'ai une parole d'or, mais ça m'évite de me répéter. Quand je vous ai dit que pour moi, ce n'était pas un régime fasciste,
je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les différentes atteintes, les définitions, etc. Sauf qu'il manque une chose qui, pour moi, est définitoire du régime fasciste, c'est le parti unique. Voilà, il manque ça. C'est pour ça que je donnais cet exemple, comparaison avec l'Italie. Il manque un parti unique. Ça ne veut pas dire, donc c'est un régime autoritaire particulièrement dur, tout ce qu'on veut, culte du chef, la mystique, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, ce n'est pas le problème. Je dis simplement que pour définir un régime fasciste, pour moi, mais peut-être que pour d'autres, pour vous peut-être, il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'utilise ça pour le définir, c'est tout. Voilà. Après, encore une fois, je ne fais pas une hiérarchie en disant, et justement, je prends cet exemple par comparaison avec l'Italie, puisque je donnais l'exemple d'Italie, des Italiens qui ont refusé de livrer des Juifs alors que c'était un régime fasciste. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une question de hiérarchie. C'est tout. Mais après, on peut être en désaccord. Vous pouvez très bien dire, il n'y a pas besoin de parti unique pour être un régime fasciste. Vous voyez, ça ne pose aucun problème. C'est tout. Non, ça c'est des... Non, parce que... Non. Il y a des régimes autoritaires qui... Oui, non, mais... Ah oui, mais il y a ça aussi, effectivement, qui change aussi la donne, qui est le fait que c'était un régime sous tutelle. Mais enfin, toutes les, comme vous l'aviez dit quand même, toutes les lois qu'il a promulguées, qui sont des lois d'exclusion, sont des lois qu'il a promulguées sans aucune pression allemande en 1940. Donc ça, voilà. Donc, pour ça qu'on sera entièrement d'accord là-dessus. Merci beaucoup pour votre intervention et les nombreux éléments que vous avez apportés. Je voulais vous poser une question justement par rapport à ce que vous avez expliqué, la résilience et le laisser-faire. Il y a des études scientifiques qui ont montré que quand on voit par exemple un bébé ou un chiot ou un animal de bas âge, on a naturellement un instinct de protection de ce qui est petit. Comment on peut expliquer que, enfin, je vous pose la question comme ça un peu, excusez-moi, elle est un peu naïve, comment on peut expliquer que des policiers ou des gendarmes, excusez-moi, ont pu aller outre cette, Ce réflexe en naturel. étant dans la cruauté de... Vous mettez le doigt sur un problème qui est un problème pour moi majeur. Hein. Faut savoir que tous les ans, il y a plusieurs fois par an, 3-4 fois par an, viennent les gardiens de la paix au mémorial de la Shoah. C'est assez extraordinaire, ça fait 10 ans que ça dure. Ils voient un film qui s'appelle, c'est tous les nouveaux qui sont recrutés à la demande du préfet de police. Ils viennent au mémorial de la Shoah, ils voient un film, entre autres, ils visitent, mais ils voient un film qui s'appelle La police sous l'occupation, et c'est pas vraiment pour leur montrer que c'était les Allemands qui étaient à la manœuvre tout le temps. Ils entendent un témoin qui ne leur raconte pas qu'ils ont été arrêtés par les Allemands, et ils entendent un historien comme moi, en moitié du temps, pour leur expliquer un peu comment fonctionnait cette police. Et à la fin, je reviens sur la question de Vichy et de la responsabilité des fonctionnaires. Parce que quand vous êtes policier, vous avez un double obstacle à surmonter. Le premier, c'est de résister. Or, comme je l'ai expliqué, ça n'a quand même pas été le fait de la très grande majorité de la population. Si cette résistance a cru tout au long de la période, disons qu'on ne peut pas dire que ce soit un phénomène massif. Bon. Et puis il y avait un deuxième obstacle. C'était de désobéir à l'autorité de tutelle française. Et là, on touche du doigt ce qui va basculer après la guerre, du fait de cette expérience de la guerre, et surtout là maintenant est rentré dans le code de déontologie. C'est-à-dire que pendant cette période-là, il y avait un devoir absolu d'obéissance. On ne devait pas se poser de questions sur les ordres qu'on vous demandait d'appliquer. Et donc résister, ça voulait dire non seulement faire acte de résistance, mais en plus désobéir à l'autorité de tutelle alors qu'il y avait un devoir d'obéissance. Le corollaire du devoir d'obéissance, c'est ce qu'on a vu au moment des procès d'épuration,
les policiers qui sont passés, il y a eu beaucoup de procès d'épuration. Quand les policiers, quoi qu'on ait dit, il y en a eu beaucoup. Et les policiers disaient, bah, attendez, moi j'obéissais aux ordres. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi on leur reprochait d'obéir aux ordres alors que c'était au cœur de leur savoir de policier. Et c'est pour ça qu'il y a eu un basculement après, et surtout, je vous dis, depuis les années 80, où là, on a mis vraiment dans, dans le code de déontologie le fait de désobéir à des ordres qui sont évidemment contraires à l'éthique et aux libertés démocratiques. Donc ça, c'est un changement, évidemment. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc ce double obstacle-là était quand même important à prendre en compte, même quand il y avait des gamins. Et de fait, quand il y avait des gamins, alors il y a toujours des salopards pour aller très vite. Hein, ça, il n'y a pas de problème, on en trouvera toujours. Mais globalement, la majorité, entre guillemets, faisait son boulot malgré. Voilà. Devoir d'obéissance, ils obéissent. Ils le font, c'est très dur pour eux, mais ils le font. Globalement, c'est ça qui est la dominante. Alors après, il y a une minorité qui sont là de vrais résistants qui prennent des risques énormes. Vous savez, quand à Nancy, par exemple, vous avez les policiers qui, grande rafle, c'est Vigneron qui organise ça, les policiers de Nancy vont prévenir, ils sont au courant qu'il y a une grande rafle, ils vont prévenir tous les juifs de Nancy. Ce qui fait qu'ils vont sauver 90% des juifs de Nancy. On sait très bien aussi que pendant la rafle du Veldiv, il devait y avoir 30 000 arrestations. Il y en a beaucoup trop, mais il y en a 13 000. Et pourquoi il y en a 13 000 ? C'est parce que, alors il y a des résistants qui ont appris qu'il y avait des choses qui se passaient, et puis il y a des policiers qui ont fait passer les infos, parce qu'on les avait prévenus. C'est pour ça qu'après, on ne les prévient plus. On les concentre au dernier moment et on ferme tout. On les met en caserne et on ne fait surtout pas sortir l'information en les laissant sortir eux-mêmes. Donc, des informations qui vont filtrer. Bon, alors, il y a eu, ça a été relayé en plus par des concierges. Alors, il y a des concierges qui vont se servir dans les appartements quand les juifs sont déportés. Et puis, il y a les concierges qui vont prévenir les juifs qui sont menacés et qui vont les cacher. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc j'espère c'est une période quand même très compliquée. J'espère vous avoir donné des éléments pour mieux la comprendre. Merci beaucoup. C'était vraiment une soirée très émouvante et pleine de précisions. Un aspect qu'on ne connaissait pas très très bien et grâce à vous, on en sait un peu plus.